Donc, je disais qu'on va parler de la fonction ventriculaire gauche dans l'insuffisance aortique, on va parler des paramètres d'évaluation de cette fonction ventriculaire gauche et puis également de ses implications thérapeutiques. Alors, je commence par vous montrer mon patient. C'est un homme de 55 ans. Il a une insuffisance aortique sévère. Vous devez me croire, il faut faire attention. Madame Aouedi vous a bien montré qu'il ne faut pas se fier à la couleur. C'est une fuite aortique qui est importante et en plus, il a un rétrécissement mitral à 1,7 cm² de surface mitrale. L'étiologie, c'est rhumatismal qui s'est greffé sur une quadricuspidie plus la valve mitrale. Alors, vous voyez le retentissement sur le ventricule gauche. Ça ne marche pas. Alors, voyez le retentissement. On a une dilatation ventriculaire gauche qui est importante avec un diamètre aux alentours de 80 mm et c'est bon, de 80 mm de diamètre avec un volume télédiastolique qui est aux alentours de 350 ml. Vous voyez que c'est un VG énorme. Et la fonction ventriculaire gauche, je n'ai pas trouvé la boucle, mais vous devez me croire, vous pouvez me croire, il a une fraction d'éjection qui est aux alentours de 35%, mon patient. Alors, je sais qu'avec cette fuite aortique qui est importante, sa morbimortalité est augmentée. Et sa survie sur les 10 ans et même 20 ans à venir sera diminuée par rapport à ce qui est attendu dans la population générale. Je sais aussi que les facteurs prédictifs de morbimortalité chez mon patient, c'est l'âge, c'est les comorbidités, c'est la symptomatologie, mais c'est essentiellement la qualité de son ventriculaire gauche et l'état de ce ventricule gauche. Ça a été démontré sur des modèles animaux déjà. Quand on provoque une fuite aortique chez les rats, vous voyez qu'il y a une augmentation du diamètre télédiastolique, qui est d'autant plus importante que la fuite est importante. On a une augmentation aussi des diamètres systoliques, on a une augmentation de l'épaisseur ventriculaire gauche avec une altération de la fonction ventriculaire gauche. Et cette hypertrophie excentrique qu'on voit dans les insuffisances aortiques, elle active des schémas intracellulaires qui ne sont différents de ceux qui sont activés dans le remodelage qu'on observe dans le rétrécissement aortique et qui ressemblent plutôt à un remodelage physiologique, ce qui expliquerait en partie qu'il y a moins de morts subites chez les patients qui ont une insuffisance aortique par rapport à ceux qui ont un rétrécissement aortique. Alors, quelle est l'évolution de ces patients avec une fuite aortique ou une dilatation du ventricule gauche? Si on les suit sur plusieurs années, vous voyez que malgré des diamètres qui sont importants, ici le DTD aux alentours de 75 mm et DTS qui frôlent les 55 mm, ils vont rester très stables pendant des années. Pendant 10-12 ans, il ne va rien se passer. Et dès qu'il y a une altération progressive de la fonction ventriculaire gauche avec la fraction d'éjection ou des diamètres télédiastoliques et surtout télésystoliques, commencent à apparaître les symptômes chez les patients. Alors, cette altération de la fonction VG, ce remodelage ventriculaire gauche, il va avoir un impact, sur la mortalité opératoire, et vous voyez que la mortalité opératoire, elle va passer de 3,7% pour les fractions d'éjection normales, elle va grimper à 14% si la fraction d'éjection est inférieure à 35%. Deuxième impact, c'est sur la survie au long cours. Ici, vous voyez que quand on a une fraction d'éjection qui est inférieure à 35%, la mortalité et la survie est vraiment diminuée et à 15 ans, elle est à peine à 10% chez ces patients. Troisième impact, ça va être sur l'incidence de l'insuffisance cardiaque dans le suivi de ces patients. Et quand un patient est opéré avec une FE préopératoire de moins de 35%, ces patients vont développer de l'insuffisance cardiaque plus tard au cours de leur suivi. Alors, je vous ai montré des études qui sont un peu anciennes, dans les années 2000. Ça a été confirmé par des études un peu plus récentes. En 2012, ici, vous voyez, la valeur cut-off de la fraction d'éjection ventriculaire gauche reste la même. C'est 50% chez ces patients. Qu'en est-il pour les valeurs cut-off pour les diamètres ventriculaires gauche? Je vous montre depuis la première étude de Bono en 83, c'était 70 mm pour le DTD.
et 50 mm pour le DTS. Ça n'a pas vraiment changé. Pour l'étude plus récente 2012, on a des valeurs cut-off de 45 mm. Mais au fait, ce dont on insiste sur quoi on insiste actuellement, c'est plutôt les valeurs indexées de ces diamètres ventriculaires gauche. Il faut indexer ces diamètres ventriculaires gauche. Vous voyez ici cette étude sur 300 patients qui ont une insuffisance aortique importante et vous voyez que les seuls facteurs qui ressortent, les seuls facteurs prédictifs en analyse multivariée, c'est bien les diamètres ventriculaires indexés, que ce soit diamètre diastolique ou diamètre systolique, alors que les diamètres non indexés ne ressortent pas comme facteurs prédictifs. Et pour valeur cut-off, il donne 20 mm par mètre carré pour le DTS et là 30 mm par mètre carré pour le diamètre télédiastolique. Cette indexation, cette notion d'indexation des diamètres ventriculaires gauche est d'autant plus importante que la surface corporelle est petite. Regardez cette étude de Sambola sur 147 patients ayant une insuffisance aortique. Ce qui en ressort, c'est que chez les patients qui ont une petite surface corporelle, ça veut dire inférieure grosso modo à 1,7 m², il faut indexer le DTS. Il ne faut pas attendre le 50 mm de DTS, il faut indexer pour les patients et la valeur cut-off est de 25 mm par mètre carré. Avec le développement de la réparation de la valve aortique, est-ce qu'on a d'autres facteurs prédictifs qui sont apparus? Regardez cette série de 330 patients qui ont eu une réparation de la valve aortique avec une mortalité intra-hospitalière très faible de moins de 1%. Ici également, les valeurs prédictives positives, c'est une FE de moins de 30% et un diamètre télésystolique de plus de 50 mm. Alors si on a une mortalité aussi basse, pourquoi peut-être ne pas proposer des diamètres plus petits pour indiquer la chirurgie? Diamètre ventriculaire gauche, fraction d'éjection ventriculaire gauche, ce sont des paramètres qui sont anciens et qui semblent quelque part grossier pour l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche. Alors avec les techniques nouvelles, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'ils peuvent nous aider? Il y a bien sûr plein de petites études d'une quarantaine, cinquantaine de patients où ils parlent de strain, où ils parlent de technologies encore plus sophistiquées. Je vous montre quelques études ici sur moins de 50 patients qui ont une insuffisance aortique. Et bien sûr, le strain global longitudinal est un facteur prédictif de survie chez les patients insuffisants aortiques, même avec une FE qui est supérieure à 50%. Regardez ici 17% versus 22%, alors que la fraction d'éjection dans les deux groupes était aux alentours de 53%. Un peu plus sophistiqué, le strain radial. Strain radial, ce n'est pas évident pour le strain radial global, il n'y a pas de différence significative. Si on affine un peu, il y a une altération du strain radial dans les couches sous-endocardiques. Il y a une altération du strain sous-endocardique radial chez les patients qui ont une fuite aortique sévère. Encore plus sophistiqué si on étudie le twisting et le untwisting du ventricule gauche. Et vous voyez que chez des patients qui ont une fuite aortique importante, mais qui ont une FE qui est strictement supérieure à 50% déjà, disons, on voit qu'il y a la rotation et la torsion apicale qui est diminuée et qui est même retardée chez les patients qui sont une fuite aortique importante, et le untwisting également de l'apex est réduit chez ces patients. On revient un peu à des méthodes un peu plus classiques. Est-ce que le fait d'étudier une réserve contractile, ça peut aider à affiner le pronostic chez nos patients? Là aussi, ce sont des petites études. Il y a ici, par exemple, une quinzaine de patients qui ont eu écho d'obus à 7,5 gamma kilo-minute et ils ont classé, il y a une réserve contractile positive quand on a une augmentation de la FE. De combien cette augmentation, on ne le sait pas. On les classe quand même comme une contractilité positive et ils parlent de valeurs prédictives positives si on trouve une contractilité positive. Même chose si on fait l'étude avec des échos post-effort et on a des R qui sont des coefficients de corrélation qui semblent assez bons à 0,7, mais au fait ça reste des petites études non concluantes.
Peut-être un peu plus prometteur, c'est cette notion de fibrose myocardique. Je sais qu'on parle de fibrose myocardique partout, hein, dans toutes les pathologies maintenant, mais cette fibrose myocardique, quand on l'étudie, ici c'est une très belle étude, ils ont fait la corrélation entre la fibrose myocardique qu'on étudie par le retard par l'IRM, et puis la fibrose myocardique qu'on a à l'anapathe chez des patients qui ont été opérés et qui ont eu des biopsies myocardiques. Et regardez, ils trouvent quand même une corrélation, quelle que soit la méthode de détection de cette fibrose myocardique, il y a une corrélation entre la présence de la fibrose myocardique et le degré de récupération de la fraction d'éjection en poste ventriculaire gauche. La relation est un peu faible à mon avis, avec un R à 0,42, mais elle est statistiquement significative. Peut-être plus intéressant, c'est la quantité de fibrose. Quand on a une quantité de fibrose importante, et ici supérieure à 5% à l'IRM, ça va faire dégringoler de façon dramatique la survie chez ces patients. Alors, les guidelines, bien sûr, ils sont durs, ils vont faire l'épreuve, ils vont considérer l'épreuve dure et ils vont considérer donc juste la fraction d'éjection pour l'indication opératoire. Et en 2A, ce sont les diamètres ventriculaires gauche, le DTD qui est supérieur à 70 mm et le DTS supérieur à 50 mm avec possibilité d'indexation. Implication thérapeutique de ce remodelage ventriculaire gauche. Si mon patient c'est pas une indication opératoire, c'est les recommandations, mais il a une dilatation importante ventriculaire gauche. Est-ce que le fait de le mettre sous un traitement médical va améliorer son pronostic? Alors il y a eu beaucoup d'études rétrospectives qui sont énormes ici. Par exemple, écossais avec plus que 2200 patients qui ont une insuffisance aortique et dont 30% recevaient un IEC ou un ARA2 et ils ont réussi à montrer un bénéfice énorme avec sous IEC et ARA2 chez ces patients. Ici, c'est la courbe des événements cardiovasculaires. C'est la même courbe pour la mortalité globale ou pour les événements liés à l'insuffisance aortique. Et une autre étude observationnelle qui s'est intéressée aux bêta-bloquants cette fois-ci sur plus que 750 patients et qui a montré là également qu'il y a que les bêta-bloquants vont améliorer la survie chez ces patients, même après ajustement à l'insuffisance coronaire, à l'âge, à l'hypertension artérielle, etc. Mais au fait, si on fait des études randomisées, on n'a aucune preuve de l'effet bénéfique de ce traitement médical, de ces vasodilatateurs chez ces patients insuffisants aortiques. Regardez ici, enalapril, nifedipine contrôle, P non significative. Avec le métoprolol dernièrement en 2016, les bêta-bloquants ne sont pas bénéfiques, même peut-être péjoratifs puisqu'ils vont augmenter les pro-BNP chez ces patients. Méta-analyse sur 460 patients qui ont reçu un traitement médical, mais méta-analyse, ça reste une méta-analyse avec ses limites, et vous voyez qu'ils ont un gain sur les diamètres diastoliques, mais pas de gain sur les diamètres systoliques. Et les guidelines, comme d'habitude, elles vont se baser sur des preuves solides. Et donc, ce traitement médical, on peut le proposer pour un patient qui a de l'hypertension artérielle en plus de son insuffisance aortique, préférer la prescription de dihydropyridine et des IEC ou ARA2, ou chez un patient qui a trop de comorbidité et qui ne va pas être opéré, là aussi, le mettre sous ce type de traitement. Mais sinon, il n'y a pas de place au traitement médical chez ces patients insuffisants aortiques et le traitement médical ne doit pas retarder le traitement chirurgical. Je reviens à mon patient, il a eu un remplacement valvulaire aortique par une prothèse Saint-Jude et une commissurotomie mitrale à cœur ouvert. Alors voici sa boucle J10 post-opératoire. J'avoue que j'étais un peu déçue, la fraction d'éjection est aux alentours de 30-35% avec ce septum paradoxal. Quand même un gain de 8 mm sur le DTD, et ça c'est habituel. Nous avons toujours, c'est bien décrit que le diamètre télédiastolique dans l'insuffisance aortique, il reprend dans la semaine pratiquement post-opératoire. On a tous des gains de 8-10 mm en post-opératoire dans la semaine pour ces patients. Ces patients, ils vont généralement récupérer une bonne fonction VG ou au moins ils vont améliorer leur fraction d'éjection en post-opératoire, quelle que soit la fraction d'éjection de départ. Regardez ici.
même dans le groupe qui a moins de 35% de FE, on a un gain de 5 à 10 points en post-opératoire. Ces patients, à 6 mois, ils vont gagner sur la fraction d'éjection. Regardez, ici, elle passe de 45% à 55%, 57% en moyenne. Et pour le diamètre télédiastolique, il passe de 75 à 50 mm en moyenne. Également, cette amélioration, elle peut se voir même avant. À 3 mois, on a une amélioration des volumes et des diamètres télédiastoliques, télésystoliques. Pour la fraction d'éjection, on a une petite régression à 3 mois. Ça peut être expliqué par le post-op, ça peut être expliqué par le septum paradoxal post-opératoire qui sous-estime un peu la fraction d'éjection. Mais heureusement qu'il y a après un élan, un regain de la fraction d'éjection. Le facteur prédictif le plus puissant qui prédit est-ce que mon patient va récupérer rapidement sa fonction VG et le diamètre, ça reste là également la fraction d'éjection ventriculaire gauche avec une valeur cutoff de 52%. Le strain aussi suit. Le strain en post-opératoire, il va s'améliorer chez les patients après la chirurgie. Je reviens vers mon patient. Il a réussi quand même à récupérer une bonne fonction. Il a fallu attendre 16 mois pour avoir cette amélioration. Regardez ici, la fraction d'éjection était strictement normale maintenant. Et regardez son VG, son DTD est 54 mm. On est parti de là, 80 mm avec une FE à 35%, à ici 50 mm avec une fraction d'éjection strictement normale. On ne dirait pas que c'est le même patient, et pourtant c'est vrai, c'est le même patient avec la prothèse aortique, ici vous la voyez. Donc, mes conclusions, mesdames et messieurs, c'est que la dysfonction ventriculaire gauche et la dilatation ventriculaire gauche sont des facteurs prédictifs puissants de la mortalité et de la restitution de la fonction ventriculaire gauche après remplacement valvulaire aortique. Indexer les diamètres ventriculaires gauche, c'est important, surtout pour les petites surfaces corporelles, ce n'est pas très important pour les grandes surfaces corporelles. Faire une étude plus subtile, disons, de la fonction ventriculaire gauche, jusque-là, on n'a pas de preuve dure que ça va changer quelque chose au pronostic, mais ça va venir et ce sont les techniques du futur. La fibrose myocardique étudiée à l'IRM, c'est bien sûr, ça va sûrement aboutir à d'autres indications et à affiner plus nos indications pour nos patients. Merci beaucoup.